bienvenue dans School TV, le MAG. Chaque semaine, nous mettons en lumière des initiatives, qu'elles soient locales, régionales ou nationales, qui façonnent l'avenir de l'éducation. Et je suis toujours aux côtés d'Agathe. Salut Agathe. Salut Alix. Comment se manifestent les violences dans le sport? Dans cette émission, nous reviendrons sur les différentes formes de violences sexistes, sexuelles et psychologiques. On se penchera sur les raisons qui alimentent l'omerta dans ce milieu et sur les mécanismes qui permettent à ces violences de perdurer. Nous évoquerons aussi le difficile chemin de la prise de parole des victimes à travers le témoignage de notre invité. Qu'est-ce qui l'a poussé à prendre la parole et à agir pour éviter que d'autres ne tombent dans le même piège? Elle nous raconte. Et dans ta loupe, Agathe, de quoi nous parles-tu? Eh bien, je vais vous parler du culte de la performance. C'est parti pour une nouvelle émission. Bonjour Emma Oudio. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes intervenante pour la lutte contre les violences dans le sport et ancienne sportive de haut niveau en athlétisme, réalisatrice du documentaire Suite également. On va regarder un petit extrait, mais d'abord, j'aimerais parler d'une actu. Vous lancez votre site. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, donc je lance mon site internet, donc emmaoudio.com tout simplement, sur lequel je propose mes interventions pour continuer de diffuser ce message le plus largement possible, que ce soit dans les institutions, en milieu scolaire, en milieu sportif. Vous intervenez déjà dans les écoles? Exactement, j'interviens déjà, mais je veux pouvoir faire en sorte que ces interventions prennent de plus en plus d'ampleur, se développent, parce que je pense que le message est important. Et donc on peut retrouver toute cette actualité sur mon site internet. Je propose, Emma, qu'on commence par regarder tout de suite un extrait de votre documentaire. Est-ce que tu peux nous dire, pour commencer, pourquoi c'est important pour toi de témoigner dans ce documentaire? Et si je peux aider une seule femme, au moins, en témoignant, je le fais aujourd'hui. Si je peux aider les autres, pour que les autres personnes en fait, qui ont subi ça, ça puisse les aider. Pour les filles ou les garçons qui ont pu peut-être subir ça également. Montrer aux filles qui ont vécu les mêmes choses, que d'en parler, ça vraiment, pour moi, ça permet d'avancer personnellement. De l'accepter. Quand on entend parler des violences, c'est souvent des personnes qui ont une certaine notoriété, sauf qu'en fait, des violences, on en a partout. Et donc, du coup, je trouvais ça important pour moi et intéressant de montrer que ma petite personne, comme d'autres, elle pouvait aussi, elle, subir des violences. Je suis arrivée au club à l'âge de 11 ans. On était deux athlètes à être toutes jeunes et arriver dans le club. Rapidement, le coach commence à se rapprocher de toi, de l'athlète, de ton ami qui était aussi avec toi. Il a créé une relation de confiance, d'amitié, mais qui dépassait ce qu'une amitié peut... Le cadre d'une amitié entre en fait un enfant de 11 ans et genre un mec de je sais pas, peut-être 40 ou 50 ans, un truc pas du tout adapté, ouais. Et donc c'est cette confiance en fait via l'amitié, elle s'est amplifiée et grâce à ça il réussissait à obtenir de nous ce qu'on voulait pas lui donner, quoi. Emma, comment se manifestent les violences dans le sport? Elles se manifestent de plein de manières. C'est vrai que très souvent, on a tendance à parler des violences sexuelles, mais il y a aussi beaucoup de violences psychologiques, de violences physiques. Les études montrent d'ailleurs que c'est vraiment les violences psychologiques et physiques qui sont les plus importantes. Et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure par rapport au culte de la performance, mais il y a vraiment toute une culture sportive qui facilite la mise en place des violences. Et elles sont à la fois horizontales, donc entre athlètes, mais également verticales, de la part des coachs vers les athlètes. On reviendra sur la relation entraîneur sportif. Et quels sont, selon vous, les mécanismes qui favorisent l'omerta autour de ces violences dans le sport plus particulièrement? Alors, il y a plusieurs mécanismes qui se mettent en place. Déjà, le premier, c'est le fait que le sport est souvent appelé la grande famille du sport.
Et donc, quand on fait partie de ce milieu-là, il y a quelque chose de l'ordre où il ne faut pas trahir les autres, il ne faut pas trahir son coach. Les coachs entre eux et les dirigeantes entre eux peuvent également se protéger. Et il y a aussi quelque chose qui est très présent, c'est le fait que dans le sport, il faut être fort, il faut être performant, performante, et il ne faut pas se montrer vulnérable. Et donc, parler des violences, parler du fait qu'on n'ait pu être victime de violences quelles qu'elles soient, c'est renoncer quelque part à cette image du sportif, de la sportive, du champion, de la championne, et c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et donc, c'est tous ces éléments qui font en sorte que le silence et l'omerta sont encore très présents dans le milieu sportif. Parce qu'on se dit aussi que le sport, c'est souvent vu comme un vecteur donc, de dépassement, de résilience. Comment expliquer que cet environnement puisse aussi générer des comportements aussi destructeurs ? C'est vrai que dès tout petit, on est habitué à, comme vous le dites très bien, à dépasser ses limites. Il y a même certains équipementiers sportifs qui en font un fonds de commerce. On a Nike, par exemple, qui disait ce « just do it », donc le fait de devoir le faire malgré les limites. Adidas qui dit « impossible is nothing », donc le fait que tout est possible si on le veut vraiment. Donc ça fait partie vraiment de la culture. Et dès tout petit, on nous dit que pour arriver à un certain niveau de performance, pour aller gagner des médailles, pour monter sur les podiums, pour aller aux Jeux Olympiques, il faut pouvoir passer par la douleur, par la souffrance, et donc les limites n'existent plus. Le problème, c'est que quand ces limites n'existent plus, ça veut dire qu'il n'y a plus de règles, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de structure. Et donc c'est très difficile ensuite pour les athlètes de faire la différence entre de la violence et de la souffrance, entre de la souffrance à l'entraînement et de la maltraitance. Et qui plus est quand on est jeune, j'imagine. Ah, tout à fait. Et Emma, pour en revenir à votre histoire, est-ce que vous seriez d'accord pour nous raconter ce qui vous est arrivé ? Ouais, donc en 2014, j'avais 19 ans, j'étais à mes premiers championnats du monde aux États-Unis. Et donc j'étais encadrée par notamment un coach de l'équipe de France, un coach national, qui a eu des gestes déplacés, donc qui sont des agressions sexuelles, au moment de ma finale. Et en fait, ce qui est très particulier et qui est très propre au sport, c'est que ça se fait dans un contexte où il y a un ascendant. Donc, lui est coach, il a une 50aine d'années, moi j'ai 19 ans. Ça se fait dans un contexte aussi où je suis très stressée parce que je suis juste avant ma première finale mondiale. Et donc, il y a tout ça qui crée une forme d'emprise à ce moment-là. Et lui se permet d'avoir des gestes qu'il n'aurait jamais eu dans un contexte très, très différent. En plus de ça, c'était mon seul référent. Mes parents étaient en France. Donc, ça crée comme ça un contexte particulièrement anxiogène et dans lequel je suis très vulnérable. Et donc, lui a ses gestes à ce moment-là. La chance, entre guillemets, que j'ai eue, c'est qu'il y a une autre athlète qui a pu assister à quelques scènes et qui s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Et donc, on a pu en parler tout de suite après. Et moi, j'ai pu faire remonter les faits à mon coach, mon vrai coach qui était en France. Et donc, ça m'a permis quand même tout de suite de prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. En 2014, on est quand même à une époque où c'est avant MeToo. Donc, j'étais incapable de me dire que j'avais vécu des agressions sexuelles. Je me disais juste, il a été trop tactile, ça m'a mis extrêmement mal à l'aise, mais j'étais pas capable de caractériser ce qui s'était passé. Et c'est seulement quelques années après que je me rends compte, de ce qui s'est passé et que je décide de porter plainte. Et justement, pourquoi ce délai, selon vous, est-il si fréquent chez les victimes ? Alors, il est fréquent parce que je pense que c'est très difficile de se rendre compte qu'on a vécu certaines choses. Je pense qu'il y a une forme peut-être de déni en se disant, c'est peut-être pas si grave, peut-être que j'ai surinterprété les choses. Je pense qu'il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait qu'aller porter plainte, c'est quand même quelque chose qui peut être assez violent. D'une part, parce qu'on raconte de nouveau ce qui s'est passé. Et ça peut être très difficile. Parfois, les policiers ou les forces de l'ordre vont aller poser des questions de l'ordre de l'intime pour faire leur travail. Et donc, ça peut être assez impressionnant. Et aussi parce qu'on le voit encore aujourd'hui, malheureusement, un certain nombre de ce genre d'affaires sont classées sans suite. Il y a aussi un traitement médiatique parfois ou un traitement sur les réseaux sociaux où les femmes qui décident de parler vont être victimes de harcèlement. Donc c'est vraiment tout ce contexte social
au-delà du contexte sportif, qui peut être très décourageant pour les sportives et pour les femmes de manière générale, de se rendre compte de ce qu'elles ont vécu et de décider de porter plainte. Et d'ailleurs, vous concernant, ça a été classé sans suite. Ça a été classé sans suite en 2020, donc 2 ans après la plainte. Et comment est-ce que vous avez été accueillie, justement, au commissariat quand vous avez porté plainte? J'ai été plutôt bien accueillie parce que l'affaire a été médiatisée. En 2018, il n'y avait pas encore eu l'affaire Sarah Abitbol. Donc, c'était encore très, très sombre ce qui se passait dans le milieu du sport. Et donc, très vite, ça a été médiatisé. Et je pense que ça a mis une forme de pression, mine de rien, sur le système judiciaire qui a pris sérieusement en compte ce qui se passait. Et donc, j'ai été plutôt bien accueillie. Là où ça a été un peu plus compliqué, c'était au niveau des commissions disciplinaires et des commissions fédérales. Donc, c'est-à-dire qu'en parallèle de toute l'affaire judiciaire, il y a des décisions qui peuvent être prises au niveau fédéral, au niveau administratif. Et donc, ma fédération a décidé de mener l'enquête. D'accord. Il y a eu une première commission qui s'est très bien passée, puis une deuxième commission en appel, où là, j'ai pas été très bien accueillie par les personnes, par le jury, si je puis dire ça comme ça, et où on remettait ma parole en doute. On m'a demandé, par exemple, pourquoi, quand cet entraîneur a eu ces gestes-là, je ne me suis pas défendue et je ne lui ai pas mis une droite pour citer cette personne. Et donc, il y a quand même une méconnaissance de ce qui se passe pour les victimes. Exactement. Et donc, ça peut être assez difficile et assez violent. Agathe. Vous parliez des différents facteurs qui vous ont aidé justement à comprendre ce qui s'était passé. J'imagine effectivement que le mouvement MeToo en 2017, quand il a émergé, a sûrement dû beaucoup aider le domaine du sport. Est-ce que vous sentez justement cette vague féministe, elle a pu porter et elle a pu vous aider justement dans votre combat? À titre personnel, ça m'a vraiment énormément aidée parce que j'ai appris à ce moment-là ce que c'était que des agressions sexuelles. Et donc j'ai pu me dire, ok, donc ce que j'ai vécu, c'est vraiment grave et ça s'appelle des agressions sexuelles. Après, je pense que le milieu sportif, mais comme plein de milieux qui fonctionnent un peu comme ça en microcosme, est un milieu qui reste assez fermé par rapport à tout ça. Il y a plein de progressions qui se font, plein d'avancées qui se font, mais ça reste encore très lent et ça reste encore très compliqué pour plein de sportives et plein de sportifs qui vivent des violences de prendre la parole. Et vous, concernant, ça a été quoi l'élément déclencheur, ce qui vous a poussé à franchir le pas et à la porte d'un commissariat, en fait? Donc en 2018, je fais un stage national et pendant ce stage national, je me retrouve quasi en tête-à-tête lors d'une séance avec ce même coach. D'accord. Il faut savoir qu'entre 2014 et 2018, c'est quelqu'un que je voyais assez fréquemment, que ce soit en compétition ou que ce soit en stage, parce qu'il continuait de faire partie du staff. Et donc, je me retrouve face à lui et d'un coup, je me sens extrêmement mal et ça a été complètement le déclic. Je me suis dit, mais pourquoi, alors que j'ai parlé de ce qui s'était passé, il est toujours là et pourquoi on me met dans une situation où je suis en tête-à-tête avec lui. Donc, ça a fait remonter beaucoup de colère et je décide d'en parler à des responsables fédéraux. Et quand je leur parle, pour moi, je suis persuadée qu'ils sont déjà au courant de ce qui s'est passé. Et en fait, quand j'en ai parlé à mon coach de pôle, je me rends compte que lui a gardé l'information, qu'il l'a partagée à très peu de personnes et que c'est jamais réellement remonté. Et donc, les responsables fédéraux n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé. Je me rends compte de ça et donc, à ce moment-là, je me décide à porter plainte. Et vous diriez que le concept même de relation entre entraîneur et athlète, ça favorise l'emprise et une forme de domination ? Oui, absolument. On est dans des situations où, surtout sur des sports individuels comme le mien, c'est moins le cas dans des sports collectifs, mais il va y avoir cette relation en tête-à-tête presque entre l'athlète et le coach. Même si le groupe d'entraînement est composé d'autres athlètes, il va quand même y avoir ce rapport bilatéral qui est assez fort. Un rapport presque aussi paternel, et c'est ça qui est très problématique selon moi, parce qu'on s'entraîne beaucoup, parce qu'on va partir en stage à l'autre bout du monde, en compétition à l'autre bout du monde. Il y a ce rapport-là qui se crée, qui peut être très fort, et parce qu'on vit des émotions également qui sont très fortes, ça crée un lien qui peut être formidable parfois, mais quand le coach n'est pas toujours avec de bonnes intentions, je pense que ça peut
devenir très vite dangereux et il peut y avoir une forme d'emprise qui se met en place. Dans tous les cas, ça reste quand même s'il n'y a pas des violences à proprement parler, cette relation-là, elle reste quand même très déséquilibrée avec un athlète ou une athlète qui applique ce que lui demande de faire le coach. Donc il y a vraiment un rapport hiérarchique très important. Que l'athlète soit mineur ou pas d'ailleurs, même à 25-30 ans, il y a quand même un rapport hiérarchique qui est assez important. Et donc tout ça crée une ambiance où l'emprise et la mise en place de violences peut se faire très facilement. Et du fait de toutes ces affaires médiatisées, dont la vôtre, est-ce que c'est une relation qui est mieux encadrée aujourd'hui ? Il y a des garde-fous ou toujours pas ? Alors, un petit peu mieux. Il y a le ministère des Sports, suite à l'affaire de Sarah Abitbol, qui a mis en place donc, une cellule de signalement. Donc, c'est une cellule qui permet de recueillir des signalements qui sont faits de la part de n'importe qui par rapport à des situations de violence qui ont lieu dans le milieu sportif. Donc il y a ça, il y a de plus en plus de prévention, de sensibilisation. Il y a le contrôle d'honorabilité maintenant qui est mis en place, c'est-à-dire que c'est un contrôle annuel et qui est censé être obligatoire pour toutes les personnes encadrantes dans les clubs sportifs, que ce soit des professionnels ou des bénévoles. Donc ça, c'est rendu obligatoire. Il y a de plus en plus ces choses-là qui sont mises en place, mais ça reste quand même insuffisant. On voit les chiffres, par exemple, du ministère des Sports qui montrent qu'il y a de plus en plus de révélations de violences et de plus en plus de reports de ces violences-là. Et donc, ça reste... on est mieux qu'en 2014 où moi, j'ai subi ces violences-là, mais ça reste... il y a quand même encore beaucoup de travail. Et j'imagine que quand vous avez appris le non-lieu, la déception a été profonde, le mot est faible. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Alors, c'est pas, je tiens à le préciser, c'est pas un non-lieu, c'est vraiment un classement sans suite. Donc, ça veut dire que la justice a considéré qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments. Voilà, c'est ça. C'est important pour moi de le préciser. Et du coup, je l'ai appris. Donc, c'est un journaliste qui m'a appelé. Donc, c'est même pas mes avocates ou c'est même pas le tribunal ou je sais pas qui m'a appelé en me disant voilà, c'est classé sans suite. C'est un journaliste qui m'a appelé pour me dire écoute Emma, voilà, comment tu le prends le classement sans suite. Et je me suis dit, je l'ai appris comme ça. Et donc ça a été assez violent. Et en même temps, c'est quelque chose à laquelle je m'attendais parce que je sais que dans la plupart des cas, c'est ce qui se passe. Donc, il y a eu de la déception, mais je pense que j'étais malheureusement préparée à ce que ça se passe comme ça. Oui, et pas de regret d'avoir mené non, pas du tout. Jusqu'au bout. Pas du tout. Et quand est-ce que vous avez décidé de transformer justement ce traumatisme en une lutte, en un engagement pour le collectif ? Justement, après ce classement sans suite, je me suis dit que je ne pouvais pas rester sans rien faire. Et donc, j'ai décidé d'en parler petit à petit sur les réseaux sociaux. Et en parlant sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes et de filles qui venaient me voir pour me dire qu'elles vivaient la même chose. Et donc, j'ai eu envie d'en faire quelque chose, notamment le documentaire dont on vient de parler. Ce que je fais a été de plus en plus visible. Et après, ça a été effet boule de neige. On a de plus en plus fait appel à ce que je fais, à mes interventions, pour pouvoir porter ce message le plus haut possible et le plus largement possible. Avant d'aller plus loin, Emma, on passe à la loupe d'Agathe. Et aujourd'hui, Agathe, tu nous parles d'un phénomène que subissent les sportifs de haut niveau. Eh bien oui, Alix, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une cause qui entraîne les sportifs de haut niveau dans une spirale de violence, c'est le culte de la performance. Dans le sport, les athlètes sollicitent leur corps de manière intense, voire sévère, mais leur esprit et leur mental sont également bien mis à rude épreuve. Il y a une frontière parfois floue et insidieuse qui se dessine alors entre l'exigence légitime et la maltraitance, qu'elle soit physique ou psychologique. Et alors c'est quoi exactement le culte de la performance ? C'est toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort. C'est le mantra des sportifs, justement en quête de médaille, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais ce dépassement de soi a un prix, souvent lourd sur leur santé mentale. Une étude réalisée par l'INSEP en 2024 révèle que 40% des sportifs de haut niveau souffrent de stress chronique lié à la pression de la performance. La Fondation fondamentale montre que ces athlètes, chez eux, il y a 24% qui ont des troubles anxieux généralisés, 44% connaissent des troubles du sommeil. Et alors, pour comprendre justement ce phénomène, j'ai interrogé Patrick Roux, ancien judoka et entraîneur et auteur, à savoir justement comment les sportifs de haut niveau peuvent-ils définir leurs propres limites dans un univers où la performance prime surtout regardée.
Les athlètes de haut niveau ont parfois des difficultés à respecter leurs propres limites parce qu'en fait, on les a pendant longtemps soumis aux ordres de l'entraîneur. On leur demandait de faire ce que les coachs et les entraîneurs leur ordonnaient de faire. Donc finalement, des entraîneurs qui parfois étaient un peu en mode sergent-chef, en mode gros bras, le verbe haut. Et d'une certaine manière, on peut penser qu'aujourd'hui, on vit une évolution. On va vers des athlètes qui sont formés en apprenant consciemment les ingrédients de leur réussite, avec une meilleure connaissance d'eux-mêmes et surtout en apprenant à trier et à identifier les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions. Et Agathe, d'où vient ce culte de la performance ? Eh bien, les historiens du sport la font remonter à l'apparition du sport moderne, ce qui correspond à peu près au début du 19e siècle, qui est elle-même liée à l'industrialisation des sociétés occidentales. Avec l'ère industrielle apparaissent des valeurs comme celle de la productivité et celle de la performance, et le sport est vraiment le miroir de la société. Pour Patrick Roux, justement, ce culte de la performance trouve ses racines dans des vieilles croyances. Il dit que pendant longtemps, le sport de haut niveau a été marqué par une vision presque fantasmatique de l'entraîneur strict et autoritaire qui incarnait l'idéal. Selon lui, les sciences humaines arrivent avec presque 20 ans de retard dans le pays. La reconnaissance des singularités et l'importance de la gestion de ses émotions ont mis beaucoup de temps à s'imposer. Trop longtemps. On a inculqué aux athlètes que l'idée de la réussite passait par le volontarisme, vous le disiez tout à l'heure. Et alors aujourd'hui, comment un entraîneur peut-il aider un sportif à mieux gérer la pression et à l'accueillir positivement ? Toujours selon Patrick Roux, selon lui, ça se joue plutôt dans l'adaptabilité et la créativité des joueurs. On l'écoute. Alors concernant la relation entraîneur-entraîné, plutôt que des recettes, je dirais qu'il y a plutôt des règles, des bases de comportement. Et là encore, il s'agit de postures choisies et conscientes. Il faut être à l'écoute, observer, analyser. Il faut bien connaître l'athlète, poser des questions plutôt que d'apporter des réponses toutes faites. Et surtout, respecter. Respecter la personne, le champion, le jeune athlète. Voilà, donc retrouver de la joie dans la pratique sportive dans un contexte de compétition serait un élément clé, effectivement très difficile. Pour vous, est-ce que justement vous avez senti cette sorte de pression monter, ce culte de la performance, comment vous l'avez vécu ? Oui, c'est quelque chose qui a toujours été très présent. J'ai commencé l'athlé, je devais avoir 11 ou 12 ans. Et très vite, les entraîneurs me disent que j'ai le potentiel pour faire des compétitions en équipe de France. Et donc, très vite, ça devient quelque chose de très sérieux. Et il faut que je puisse être très performante, que je puisse être dans ce culte-là de la performance. Il y a un terme aussi qui s'appelle le dolorisme. Donc, c'est un concept selon lequel la douleur et la souffrance sont des valeurs importantes et des valeurs qui sont des valeurs valorisées, ouais. qui existent dans le sport. C'est un indicateur, quoi. C'est la souffrance nécessaire pour être un bon athlète. Absolument. Et je me rappelle que quand je faisais tous les entraînements ou toutes les compétitions, si on ne terminait pas avec les autres de mon groupe d'entraînement, si on ne terminait pas complètement HS et à limite s'évanouir à la fin, ce n'était pas quelque chose qui était normal. Alors que si on avait cette capacité-là d'aller toujours plus loin dans la douleur, c'était quelque chose qui était très valorisé. Donc il y avait une pression physique et il y avait la pression psychologique. On avait de valeur et on était valable que si on faisait certains chronos ou que si on atteignait certaines compétitions. Et c'est quelque chose, encore une fois, qu'on nous met dans la tête très jeune et qui sont des choses ensuite à déconstruire très, très lentement. Et pour moi, il a fallu que je sorte du haut niveau pour pouvoir déconstruire tout ça et comprendre que c'était pas quelque chose de normal. Oui, parce qu'il faut dire quand même, il faut le rappeler que cet événement, ce qui vous est arrivé, c'est quand même ce qui vous a fait arrêter votre carrière. En fait, c'est vraiment tout ce qui se passe dans le haut niveau de manière générale. C'est donc les violences sexuelles que j'ai vécues, mais les violences psychologiques et toute cette pression avec une méconnaissance de la psychologie des athlètes. J'aurais aimé que mes entraîneurs puissent avoir un discours comme Patrick Roux et qui puissent avoir cette considération des athlètes comme étant des êtres humains à part entière et pas seulement des machines à performance.
performance. Des machines. Et ce discours centré sur la souffrance nécessaire pour y arriver, vous pensez que c'est encore très ancré? Oui, c'est super présent, surtout dans certains sports. Moi, c'était l'athlétisme, je faisais du demi-fond. Donc en plus, dans le demi-fond, c'est quelque chose qui est très présent. Et malheureusement, oui, c'est un modèle, un schéma qui est encore très valorisé. Et aujourd'hui, que pourraient faire les fédérations sportives pour mieux protéger les sportifs? C'est quoi les priorités selon vous concrètement? Pour moi, la priorité, c'est vraiment l'accompagnement des athlètes et l'accompagnement des victimes. L'accompagnement des athlètes en leur faisant de la prévention, de la sensibilisation dès le plus jeune âge, en leur apprenant quelles sont les limites de leur corps, en leur apprenant qu'est-ce qu'une activité physique et sportive saine et qui leur fait vraiment du bien. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça existe très peu. Ça existe de manière localisée. Il y a des associations, il y a des personnes qui vont dans les clubs sportifs pour pouvoir porter ce message-là. Mais on reste quand même beaucoup dans un culte de la performance. Et je pense aussi qu'il faut pouvoir mieux accompagner les victimes. Parce que, encore une fois, les victimes sont trop souvent confrontées à des fédérations, à un système judiciaire qui les traite davantage comme des coupables que réellement comme des victimes et comme des personnes qu'il faut pouvoir accompagner. Et vous pensez à des outils en particulier pour former, accompagner? Oui, il y a un outil qui s'appelle par exemple le Réglosport. Donc ça fonctionne comme un violentomètre. Donc c'est comme une échelle si vous voulez avec plein de situations différentes et qui vont du vert au rouge et qui permettent de repérer si une situation qui est vécue par un athlète est problématique et où est-ce qu'elle se situe sur cette échelle. C'est un outil qui est distribué par le ministère des Sports et qui est accessible par toutes et tous. Est-ce que vous le présentez pendant vos interventions? Oui, tout à fait. On parle beaucoup du Réglosport et je fais en sorte que les athlètes auprès desquels j'interviens le scannent et comme ça, ils l'ont toujours sur le téléphone. Et je me permets juste, est-ce que les coachs s'en sont emparés aussi? Oui, je pense que certains coachs s'en sont emparés, mais je pense aussi que c'est un outil qui reste assez méconnu malheureusement. Emma, il me semble que vous avez vécu une période de dépression après vos expériences. Oui. Quels sont les impacts à long terme des violences sur le bien-être psychologique des sportives? C'est des impacts qui sont très importants et encore une fois dont on parle trop peu parce que, encore une fois, les champions et les championnes sont des personnes qui sont censées être absolument infaillibles et qui n'ont pas de vulnérabilité. On se rend compte évidemment que c'est faux et il y a pour des personnes soit qui ont vécu des violences ou dans l'après-carrière qui traversent des épisodes dépressifs. Ça a été mon cas, c'est le cas pour malheureusement beaucoup de personnes et on en parle encore trop peu. Emma, c'est déjà la fin de cette émission, mais j'aimerais qu'on termine sur une touche un peu positive, tournée vers l'avenir. Quels sont vos espoirs pour les générations futures de sportifs de haut niveau? Alors mon espoir, c'est que les sportifs et sportives puissent être réellement considérés en tant qu'individus, puissent être considérés dans leur intégrité. Je pense que c'est quelque chose qui se met de plus en plus en place. On a des sportifs et des sportives qui sont des modèles aujourd'hui. Je pense à Antoine Dupont, par exemple, qui fait la couverture de magazines pour lutter contre l'homophobie dans le sport. Donc il y a des modèles comme ça qui existent avec des masculinités qui sont peut-être un peu plus positives et qui permettent de garder espoir dans le milieu du sport de haut niveau. Merci beaucoup. Merci. Emma Oudiou, intervenante pour la lutte contre les violences dans le sport et ancienne sportive de haut niveau en athlétisme, réalisatrice du documentaire Suite. Merci à toi, Agathe. Merci beaucoup. À demain pour une nouvelle émission.